Dans l'univers, il y a des choses qui brillent et d'autres qui se cachent. Des objets massifs, visibles, détectables, et d'autres silencieux, insaisissables, qui traversent la réalité comme des ombres. Parmi elles, il y a une particule, si étrange, si discrète qu'on l'a longtemps surnommée le fantôme de la physique. Elle ne brille pas, elle ne porte pas de charge électrique, elle ne se laisse pas capturer facilement, ni même approcher. Et pourtant, elle est partout. Elle échappe du cœur des étoiles, fuse à travers les explosions cosmiques les plus violentes, et voyage à travers l'univers depuis ses premiers instants. Elle traverse la Terre sans ralentir, les planètes, les galaxies, et même nos détecteurs, comme si de rien n'était. Et ce n'est pas un cas rare. Des milliards de ces particules passent à travers vos corps chaque seconde, sans que vous vous en rendiez compte. Pas un frisson, pas une interaction, rien. Elles sont là, omniprésentes et invisibles. Aujourd'hui, on va parler de la particule fantôme de l'univers, celle qui pose le plus de questions à ce jour, les neutrinos. Mais ce qui les rend vraiment fascinantes, ce n'est pas leur discrétion, c'est ce qu'elles cachent. Parce que malgré des décennies de recherche, les neutrinos ne rentrent pas dans les cases du modèle standard. Ils oscillent, semblent changer d'identité en cours de route. Ils ont une masse, mais on ne sait pas combien, ni pourquoi. Ils pourraient même être leur propre opposé. Une idée qui, si elle s'avérait vraie, bouleverserait la physique moderne. Et c'est ça qui rend leur étude cruciale. Parce que si on comprend enfin les neutrinos, alors peut-être qu'on pourra comprendre enfin pourquoi l'univers existe sous cette forme. Pourquoi la matière a gagné sur l'antimatière. Pourquoi certaines lois fondamentales semblent asymétriques. Peut-être même que derrière eux se cache la clé de la matière noire. Ou d'un nouveau plan de la physique encore inconnu. Alors aujourd'hui, on va leur donner toute l'attention qu'ils méritent. On va plonger dans le plus grand des mystères minuscules. On va suivre la trace de ces fantômes à travers l'histoire, la science et les grandes énigmes de la cosmologie moderne. Bienvenue dans le monde fascinant, subtil et encore largement inexploré des neutrinos. Bonjour à tous, trop content de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas n'importe laquelle, on va parler d'un sujet qui m'intéresse profondément depuis quelques temps. En fait, ça fait vraiment depuis quelques mois que je m'intéresse vraiment au monde un peu du minuscule et tout, du monde quantique, tout ça. C'est vraiment un sujet intéressant et que j'aimerais plus aborder sur la chaîne. Donc si vous souhaitez plus de vidéos comme ça, dites-le moi. Et là, je tourne, mais il y a une chaleur dehors, c'est en pleine canicule, c'est terrible vraiment. On dirait pas comme ça, mais j'ai très chaud. Heureusement, il y a la clim. Et sinon, ce serait vraiment terrible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite question toute bête, mais vous préférez vraiment l'été ou l'hiver? Moi, de base, je préfère l'été parce qu'il fait chaud, il y a le soleil, il y a la plage et tout ça. Mais j'avoue que là, j'ai tendance à préférer l'hiver vu qu'il fait beaucoup trop chaud. En tout cas, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Et d'ailleurs, c'est bientôt la rentrée pour les profs. Et justement, les profs qui regardent cette vidéo, peu importe qui vous êtes, si vous êtes prof de maternelle, de primaire, de collège, de lycée ou d'études supérieures, peu importe, eh bien, j'ai un petit formulaire que j'aimerais que vous remplissiez. En gros, c'est dans la description que vous verrez pour les profs, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous avez juste à le remplir. Et c'est un peu une sorte de proposition de collaboration entre nos deux parties. Mais même si vous n'êtes pas intéressé, remplissez-le quand même. Parce que ça peut, moi, m'apporter des réponses hyper intéressantes pour tout le monde, quoi. Je peux pas en dire plus, mais vraiment, tous les profs qui regardent cette vidéo, je vous encourage vraiment à remplir ce petit formulaire-là. Ça prend 2 minutes à faire et puis moi, ça m'aidera beaucoup. Je crois que je le dis jamais assez, mais sachez que mes vidéos sont toujours disponibles un jour en avant-première sur Spotify, sur mon podcast Mystère et Étoiles. Vous êtes 43 000 à me suivre là-bas. C'est juste incroyable, je pensais pas en arriver là. Et sachez même qu'on est le premier podcast d'astronomie de France. C'est juste fou. Mais si vous souhaitez avoir encore plus d'avantages, eh bien vous pouvez rejoindre la chaîne. Pour ça, il y a le QR code ici que vous avez juste à scanner, le lien en description ou le lien en commentaire épinglé. Ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs que sur cette chaîne, comme par exemple voir les vidéos en avant-première, parfois une semaine avant leur sortie. Et bientôt, alors j'acte pas le truc, mais peut-être qu'il y aura des vidéos vraiment exclusives pour les membres, parce qu'il y en a, ça fait beaucoup de temps qu'ils sont là et qui m'aident beaucoup, donc pour ça, merci infiniment à vous tous. Vraiment, vous savez pas l'aide que ça m'apporte, c'est exceptionnel, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de commentaires où vous me dites « Ouais, mais comment tu fais pour sortir une vidéo de 1 heure 3 fois par semaine ?» Même sur Spotify, il y en a 4, donc comment je fais? Eh bien, les amis, c'est que je suis pas tout seul. Déjà, petite dédicace à Hugo et Thomas. C'est grâce à eux aussi que vous voyez des vidéos aussi qualitatives, parce que c'est eux qui m'aident à écrire les vidéos, qui m'aident à faire les recherches, etc. Et franchement, sans eux, il n'y aurait pas tout ça. Dédicace aussi à Christelle et Thibaut, qui sont les 2 monteurs favoris un peu de la chaîne, enfin les 2 seuls en vrai, parce qu'il y a Christelle qui monte les parties portraits, donc à chaque fois que vous voyez un portrait d'Einstein, Hawking, etc., eh bien c'est Christelle qui l'a monté. Et Thibaut, lui, va monter les 2 autres formats de vidéos, donc par exemple cette vidéo-là est montée par Thibaut,
Donc c'est grâce à lui aussi que vous voyez une vidéo aussi qualitative. Enfin, selon moi, c'est qualitatif parce que Thibaut fait le montage. Évidemment, petite dédicace à Pauline aussi. Pauline, c'est la journaliste de l'équipe. Alors, elle n'intervient pas sur ce type de format-là, mais elle m'aide beaucoup sur les formats un peu plus actualité du coup. Et que vous pouvez surtout retrouver sur Instagram, par exemple, dans le canal Instagram. Canal ici, le lien ici, ou Facebook, là, avec le QR code ici. Mais commençons par les bases. C'est quoi exactement un neutrino? Eh bien, c'est une particule élémentaire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être divisée en quelque chose de plus petit. C'est un des blocs fondamentaux de la matière, comme l'électron ou le quark. Sauf qu'ici, le neutrino est légèrement différent. Il a une particularité très spéciale. En fait, cette particule est électriquement neutre. Donc, elle ne ressent pas la force électromagnétique. Et ça change tout. Alors pourquoi? Pourquoi c'est si important pour une particule élémentaire de réagir aux forces électromagnétiques? Eh bien, parce que si elle n'y est pas, aucune lumière n'interagit avec la particule. Ici, le neutrino. Ça veut aussi dire qu'aucun champ électrique ou magnétique ne peut le faire dévier. Elle est là, passant littéralement partout sans jamais interagir. Et en plus de ça, il faut savoir que le neutrino est extrêmement léger. Pendant longtemps, on pensait même qu'il n'avait aucune masse. Bon, aujourd'hui on sait qu'elle en a une, mais elle est si faible qu'on n'a toujours pas réussi à la mesurer précisément. Mais comment on en est arrivé là? D'où vient-il exactement le neutrino? Eh bien, on va remonter le temps. Rendez-vous entre les deux guerres mondiales, parce que l'histoire du neutrino commence dans les années 1930, avec ou grâce à un problème. Ce problème, il nous vient tout droit d'un certain Wolfgang Pauli, qui remarque quelque chose de bizarre dans les désintégrations radioactives. L'énergie semble disparaître. Ou en tout cas, on a l'impression qu'elle n'est pas conservée. Et ça, eh bien c'est grave. Parce que la conservation de l'énergie, c'est un pilier de la physique. Alors Pauli propose une hypothèse folle. Et si une particule invisible emportait cette énergie manquante? Il l'appelle d'abord neutron, mais ce nom sera repris plus tard pour une autre particule, celle qu'on connaît dans le noyau atomique, aux côtés des protons. Alors, un autre physicien, Enrico Fermi, reprend l'idée et baptise cette mystérieuse particule le neutrino, qui veut littéralement dire petit neutre en italien. Il en fait un élément clé de sa nouvelle théorie de la désintégration bêta. Alors c'est quoi la désintégration bêta? Alors je vais faire une petite parenthèse physico-chimique. Parce qu'en fait, la désintégration bêta, c'est un processus au cœur de la recherche des neutrinos. Concrètement, c'est un processus nucléaire où un neutron se transforme en proton, en émettant un électron appelé bêta et un neutrino. Imagine un neutron comme un sandwich mal équilibré. Il a trop d'un certain ingrédient. Cet ingrédient en surplus, c'est le quark down. Donc, pour devenir plus stable, il change sa recette. Il va transformer un de ses quark down en quark up, devenant ainsi un proton. Mais cette transformation crée un surplus d'énergie comme une pression qui doit s'échapper. Alors, il éjecte un électron et un neutrino, comme deux miettes qui s'envolent d'un sandwich pendant qu'on le réajuste. Résultat, le noyau change d'identité, parce qu'un nouvel élément chimique peut apparaître. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse ici, le neutrino emporte avec lui l'énergie manquante, sans qu'on le voie. Et c'est cette miette fantôme, justement, qui a conduit à l'invention du neutrino. Mais il est important de noter que le neutrino reste une hypothèse purement théorique. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce qu'on le détecte enfin, en 1956, dans un réacteur nucléaire. Il avait fallu plus de 20 ans entre sa prédiction et sa première observation. Mais ça y est, le neutrino existe bel et bien, mais c'est pas tout. Parce qu'on pourrait croire qu'un neutrino, eh bien c'est juste un neutrino. Mais non. En fait, il en existe 3 types différents, qu'on appelle les saveurs. Ouais, comme une glace, on a le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Chacun est associé à une particule chargée bien connue, l'électron, le muon et le tau. Alors oui, le muon ou encore le tau sont des particules dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Mais pas de panique, c'est pas très compliqué et je vais tout vous expliquer très simplement. En fait, il faut voir le muon et le tau comme des cousins plus lourds que l'électron. Ce sont des particules élémentaires chargées mais très instables. Chaque fois qu'un muon ou un tau apparaît, il est toujours accompagné de son propre type de neutrino, le neutrino muonique ou tauique.
C'est un peu comme si le neutrino était l'ombre silencieuse de chaque particule. Il suit la particule comme un fantôme discret, sans jamais s'attacher à elle durablement. Mais pourquoi c'est si dur de les attraper? Eh bien, c'est là le plus intéressant. Imagine cette particule. Elle n'a pas de charge, elle a très peu de masse, ne ressent presque aucune force, et file dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Et c'est littéralement comme vouloir attraper une ombre dans le noir, avec un filet de papillon. Les neutrinos traversent des kilomètres de plomb sans broncher. Ils peuvent passer à travers une planète entière sans interagir avec un seul atome. C'est pour ça qu'on les appelle parfois des particules fantômes. Et ils sont aussi ultra-relativistes, c'est-à-dire qu'ils se déplacent à une vitesse si élevée que leur énergie cinétique dépasse de très loin leur énergie de masse, ce qui affecte aussi la manière dont ils se comportent dans l'espace-temps. Bref, c'est un sacré bourbier. Mais cette vitesse ahurissante et cette masse quasi inexistante ne sont pas les seules caractéristiques des neutrinos. Non. En fait, les neutrinos sont aussi liés à des notions appelées chiralité et hélicité. Mais qu'est-ce que c'est? L'hélicité, c'est comme le sens de rotation de la particule par rapport à sa direction. Est-ce qu'elle tourne comme une vis à droite ou à gauche, en avançant, en reculant? La chiralité, elle, est une propriété plus intrinsèque propre à elle et liée à la théorie quantique. En temps normal, ces deux notions ne sont pas la même chose, mais à des vitesses proches de celles de la lumière, comme c'est le cas pour les neutrinos, elles se confondent. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que seuls les neutrinos gauches, comme ceux qui avancent en tournant sur eux-mêmes vers la gauche, ont été détectés jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est un vrai mystère, parce que la nature semble préférer une orientation plutôt qu'une autre. Cette asymétrie, ce déséquilibre gauche-droite, pourrait donc cacher des secrets profonds de l'univers. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, le neutrino c'est donc une particule élémentaire, neutre électriquement, très légère, qui interagit uniquement par force faible, et peut-être gravitationnelle, qui existe sous 3 saveurs et qui traverse la matière sans presque jamais s'arrêter. Et pourtant, malgré sa direction, il pourrait jouer un rôle majeur dans la structure même de l'univers. Bon, on a vu ce qu'il est. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment il naît et comment il se comporte. Et là, on entre dans un autre niveau de bizarrerie. Parce que les neutrinos ne restent pas fidèles à leur saveur. Ils oscillent, se transforment, changent d'identité en plein vol. Comme si vous partiez en voyage à New York et que vous arriviez à Tokyo sans comprendre pourquoi. Mais on va commencer doucement. D'où viennent-ils? Comment ces fantômes de la physique naissent? Et pourquoi sont-ils si nombreux qu'ils nous traversent littéralement en permanence sans qu'on en s'en rende compte? En réalité, les neutrinos sont produits en quantité colossale dans l'univers, par des phénomènes aussi variés que violents. Et même si ces particules semblent insaisissables, elles sont partout. Il y en a des milliards qui traversent chaque centimètre carré de ton corps chaque seconde, sans jamais s'arrêter ni interagir. La première grande source de neutrinos, du moins la plus proche, c'est notre propre étoile. Et oui, et tout ce qui se passe lors des réactions de fusion nucléaire dans le cœur du Soleil, là où les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Comme on l'a déjà vu sur la chaîne, ce processus libère énormément d'énergie, mais aussi une foule de neutrinos électroniques. Et ils partent à la vitesse de la lumière. En réalité, ils nous arrivent bien avant la lumière du Soleil. Eh bien oui, parce que là où la lumière met des milliers d'années à sortir du centre du Soleil, les neutrinos, eux, traversent tout en quelques secondes. D'ailleurs, découverte incroyable, des détecteurs ont même réussi à photographier le Soleil de nuit, simplement en captant les neutrinos solaires qui avaient traversé toute la Terre pour atteindre les capteurs. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Mais bref, on a vu que le Soleil, enfin les étoiles en général, produisaient une impressionnante quantité de neutrinos. Mais ils ne sont pas les seules sources. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien déjà, si on reste dans le domaine stellaire, il y a aussi la mort des étoiles, les supernovas. Pour ceux qui ne le savent pas encore, quand une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose en supernova. Et là, c'est un véritable feu d'artifice de neutrinos. C'est même le processus principal d'émission d'énergie sous forme de neutrinos. Parce que tenez-vous bien, 99% de l'énergie d'une supernova est évacuée par des neutrinos. Par exemple, en 1987, une supernova située à 168 000 années-lumière d'ici
a produit un petit flash de neutrinos détecté sur Terre avant la lumière visible. Ça a été une première historique. Bien, si maintenant on va au-delà des étoiles, on se rend compte que les neutrinos peuvent aussi naître directement grâce au cosmos. Du moins, grâce à ces rayons cosmiques, qui ne sont en fait que des particules ultra énergétiques. Ce qu'il se passe, c'est que quand des rayons cosmiques frappent l'atmosphère terrestre, ils provoquent une cascade de réactions. Parmi les particules secondaires créées, on retrouve ce qu'on appelle des pions. Seulement voilà, les pions se désintègrent en muons, et donc en neutrinos muoniques. Ces neutrinos d'origine atmosphérique nous traversent constamment, comme une pluie invisible venue du cosmos. Mais attention, tous les neutrinos ne viennent pas de l'espace. Et aussi fou que ça puisse paraître, il y en a aussi qui naissent dans les entrailles de la Terre. On les appelle les géoneutrinos. Mais comment c'est possible? Eh bien, même s'il n'y a pas de fusion nucléaire ou d'explosion stellaire, un autre processus radioactif est capable de produire des neutrinos directement sur Terre. C'est tout simplement la désintégration radioactive naturelle des éléments lourds, comme l'uranium ou le thorium dans le manteau terrestre. Après, il faut savoir que les géoneutrinos sont très peu nombreux, mais ils nous donnent tout de même des informations inédites sur ce qui se passe dans les profondeurs inaccessibles de notre planète. Donc ok, on a fait le tour sur les sources naturelles des neutrinos. Et si je dis ça, vous vous doutez bien que nous, humains, on a réussi à créer des sources artificielles. Bon, déjà, classique, les réacteurs nucléaires émettent d'immenses quantités de neutrinos. À chaque fission d'un noyau, il y a des produits radioactifs qui se désintègrent. Et donc, encore une fois, production de neutrinos. C'est même grâce à ce phénomène qu'on a détecté le tout premier neutrino en 1956 près d'un réacteur nucléaire. Aujourd'hui, certains pays utilisent même les détecteurs de neutrinos pour surveiller à distance les centrales nucléaires. Il y a aussi les accélérateurs de particules, capables de produire des faisceaux de neutrinos pour les étudier de manière contrôlée. Mais il y a encore des sources que je ne vous ai pas encore parlé. Elles pourraient être naturelles, mais en réalité, on ne sait pas. Ces sources sont hypothétiques, mais suffisent à nous faire rêver. C'est notamment de ces sources qu'on va retrouver les neutrinos cosmiques, des neutrinos encore plus anciens que la lumière, et une catégorie de neutrinos encore plus mystérieuse, les neutrinos reliques. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des types de neutrinos assez particuliers. On les compterait donc dans les particules les plus vieilles de l'univers. Ils sont aujourd'hui très froids, très lents, quasiment impossibles à détecter. Mais ils seraient encore là, partout autour de nous. Ils forment ce qu'on appelle, parfois, le fond diffus de neutrinos, comme un écho fossile du tout premier souffle de l'univers. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais si les neutrinos sont des particules fantomatiques, alors comment on peut détecter quelque chose d'invisible? Eh bien oui, parce que détecter un neutrino, c'est un peu comme vouloir entendre une plume tomber dans un stade rempli de supporters en délire. Ils sont invisibles, silencieux, insaisissables. Et pourtant, ils traversent notre corps par milliards à chaque seconde. On a affaire à une particule tellement fantomatique qu'elle passe à travers la Terre entière, comme si elle n'existait pas. Et donc, la question est simple. Comment capter quelque chose qui ignore tout ce qui l'entoure? Ce qui complique l'affaire, c'est qu'ils sont une interaction quasi inexistante. Eh bien oui, si vous vous souvenez bien, les neutrinos n'ont pas de charge électrique, ce qui les rend invisibles à l'électromagnétisme. Ils interagissent uniquement via la force faible, et dans une moindre mesure, par la gravité. Et si je dis dans une moindre mesure, c'est parce qu'ils sont trop légers pour que ça ait un impact mesurable. En physique, on parle de section efficace. C'est la probabilité qu'une particule interagisse avec une autre. Et celle du neutrino est ridiculement petite. D'après des calculs, il faudrait un mur de plomb d'une année-lumière d'épaisseur pour espérer arrêter seulement la moitié d'un faisceau de neutrinos. C'est comme si on vous disait qu'il faut une planète entière de coton pour arrêter un moustique lancé à 1000 km/h. En gros, ça marche pas. Mais alors comment on fait? Eh bien la seule chance qu'on ait, c'est que parmi des milliards de neutrinos, il y en ait quelques-uns très très rares qui finissent par heurter un noyau ou un électron. Et c'est là qu'on peut capter leur effet indirect. Et on a réussi d'ailleurs, à l'aide d'un instrument complètement démesuré. C'est par exemple le cas du Super Kamiokande, qui se trouve au Japon. C'est même probablement le détecteur à neutrinos le plus connu. Mais qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Eh bien en fait,
c'est un gigantesque cylindre de 40 mètres de haut enterré dans une ancienne mine, rempli de 50 000 tonnes d'eau ultra pure. L'idée est simple. Si un neutrino frappe un électron dans l'eau, il peut lui transmettre son énergie comme une bille de flipper. Et si cette particule secondaire va plus vite que la lumière dans l'eau, ce qui est totalement possible parce que la lumière ralentit dans l'eau, elle produit un éclat lumineux bleu. Un éclair qu'on appelle rayonnement Cherenkov. Mais ce flash est extrêmement faible. C'est pourquoi il y a des milliers de photomultiplicateurs, des capteurs ultra sensibles, qui sont disposés sur les parois. Ils captent ce minuscule flash lumineux, le traduisent en signal électrique, et voilà, une interaction de neutrinos enregistrée. Mais il existe d'autres méthodes, notamment une. Mais laquelle? Eh bien, c'est l'Ice Cube, qui se trouve en Antarctique au pôle Sud. Un projet fou. Là, on a utilisé 1 km3 de glace claire, forée à 2500 mètres de profondeur. On y est. On y a plongé plus de 5000 capteurs lumineux et l'idée est la même. Si un neutrino interagit dans la glace, ça produit un flash, capté par ces capteurs. Mais cette fois-ci, au cœur de la calotte polaire directement. Et ces capteurs ne sont pas là juste pour le fun, non. Parce qu'en réalité, ces neutrinos sont devenus des messagers de l'univers. Ils nous permettent de voir des événements cosmiques de façon complètement nouvelle. C'était le cas pour la supernova SN 1987A, par exemple. Bon, sans trop rentrer dans les détails, en 1987, une supernova explose dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la nôtre. Les télescopes observent la lumière quelques heures après. Mais les neutrinos, eux, sont arrivés avant, captés par plusieurs détecteurs dans le monde. Pourquoi? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils sont sortis immédiatement du cœur de l'étoile mourante, alors que la lumière a dû traverser l'enveloppe opaque de gaz pendant des heures. Puis, on a mis en place un réseau mondial d'alerte. Et si un pic de neutrinos est détecté quelque part, on tourne immédiatement les télescopes vers la région du ciel concernée. Pour nos observations, les neutrinos sont devenus de vrais moyens d'anticipation. Plus tard, en 2011, l'expérience Opera mesure la vitesse du neutrino envoyé depuis le CERN jusqu'à l'Italie. Et surprise générale, les résultats suggèrent qu'ils vont plus vite que la lumière. Ce serait une révolution. Un contresens total avec la relativité d'Einstein. Mais après vérification, on découvre qu'un câble GPS mal branché avait faussé la mesure. Une erreur toute bête, mais un bel exemple de la rigueur scientifique. Parce qu'il faut savoir qu'en science, peu importe le domaine, le doute est une force, pas une faiblesse. On publie, on critique, on corrige, et on avance. Et avant de vous présenter d'autres faits très surprenants sur les neutrinos, on va faire un petit résumé sur ce qui a été dit. Déjà, les neutrinos sont quasi impossibles à détecter. On y parvient avec des instruments géants profonds et très sophistiqués. On les traque indirectement via les rares traces qu'ils laissent en interagissant. Et surtout, les neutrinos nous permettent de voir des phénomènes autrement invisibles, comme le cœur des étoiles mourantes ou les secrets du Soleil. Mais c'est pas tout. Parce qu'une des plus grandes caractéristiques des neutrinos, c'est leur comportement. Et si j'en ai très rapidement parlé, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Rentrer dans un monde où l'état des particules n'est jamais constant. Et ce phénomène, il commence à être bien connu. Et ça fait partie des découvertes qui ne font pas de bruit. Et pourtant, elles ébranlent les fondations de toute une théorie. Dans les années 1990-2000, les physiciens observent un phénomène aussi discret que stupéfiant. Les neutrinos changent de nature pendant leur voyage. Un neutrino produit sous une certaine forme peut arriver sous une autre forme. Et ça change tout. Parce que si ce phénomène existe, alors les neutrinos ont une masse, ce qui contredit le modèle standard de la physique des particules tel qu'on le connaissait. Mais je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Avant, on va faire un petit point historique. En fait, pendant des décennies, les physiciens ont traqué les neutrinos du Soleil, ceux qui sont produits en gigantesques quantités lors des réactions nucléaires au cœur de notre étoile. Mais il y avait un problème. On recevait qu'environ un tiers du nombre attendu de neutrinos. Les modèles solaires étaient solides, les détecteurs bien calibrés. Alors, où étaient passés les autres? Eh bien, pendant un temps, on pensait que quelque chose clochait dans notre compréhension du Soleil. Mais petit à petit, un soupçon est né. Et si les neutrinos changeaient simplement de forme en chemin? Et c'est très précisément là qu'arrive la notion d'oscillation, ce fameux phénomène où un neutrino change d'état. Bon, on sait qu'il existe 3 saveurs de neutrinos, électrons, muons, tau, et il semble qu'ils soient capables de passer de l'un à l'autre
au cours de leur trajet. Alors oui, je sais, c'est un peu étrange, mais on va essayer de l'imaginer autrement. Il part vert, devient bleu au milieu, puis arrive rouge. À l'arrivée, vous pensez qu'il y a moins de caméléons verts, alors qu'ils ont simplement changé de couleur. Autre exemple, c'est comme si vous envoyiez une lumière rouge, mais qu'en cours de route, elle se transforme partiellement en bleu ou en vert, et que vous n'aviez qu'un capteur pour le rouge. Vous croyez qu'il y a une perte, alors qu'il y a en fait une transformation. Mais creusons encore un peu plus loin. Plus techniquement, les neutrinos sont comme des ondes. Et ces ondes ont une fréquence propre à chaque type de neutrino. Et là, accrochez-vous, parce que je ne vous ai pas tout dit sur la nature des neutrinos. En fait, quand on parle de neutrinos, on peut les désigner de deux façons différentes. Par leur saveur, électrons, muons, tau, c'est comme leur identité observable dans les réactions nucléaires, ou par leur masse. En fait, il existe 3 types de neutrinos avec des masses différentes, qu'on appelle simplement les états de masse, 1, 2 et 3. Le problème, c'est que les deux ne coïncident pas. Un neutrino électron, par exemple, n'a pas une masse bien définie. Il est en réalité une combinaison de plusieurs états de masse à la fois. C'est comme si vous aviez une couleur turquoise qui est un mélange de bleu, de vert et d'un peu de blanc. Le turquoise n'est pas une couleur pure, mais un mélange. Eh bien, le neutrino électron, c'est pareil. C'est un mélange de plusieurs masses pures. Mais alors, d'où viennent ces neutrinos de masse? En gros, dans le monde standard de la physique, les neutrinos étaient censés être sans masse. Et avec les oscillations qu'on observe, donc le fait qu'ils changent de saveur en vol, il a fallu admettre qu'ils ont bien une masse. Mais on ne sait pas encore exactement comment ils l'obtiennent. En gros, un neutrino de saveur est un mélange de neutrinos de masse. Ce mélange provoque des interférences, ce qui permet aux neutrinos de changer de saveur en voyageant. Mais pour que ces interférences aient lieu, les neutrinos doivent avoir des masses différentes, et donc une masse non nulle. Et cette masse est un mystère. Le modèle standard ne l'explique pas. Du moins, pas encore. Donc voilà. Les neutrinos de saveur ne coïncident pas parfaitement avec les neutrinos de masse. Ce qu'on appelle un neutrino électron, par exemple, est en fait une superposition quantique de 3 états de masse. Et donc quand le neutrino voyage, la phase relative entre ses composants évolue. Ce qui fait osciller la probabilité d'observer tel ou tel type. Alors ce sont des notions un peu complexes, donc je vais revenir sur une question importante. Si les neutrinos oscillent, pourquoi ça implique qu'ils ont une masse? Eh bien en fait, c'est une histoire d'ondes et de fréquences. Les neutrinos sont décrits par la mécanique quantique, et chaque saveur, électron, muon, tau, n'a pas de masse propre définie. À la place, chaque neutrino de saveur est une superposition quantique de plusieurs états de masse. Et ces états de masse évoluent différemment dans le temps à cause de leur différence de masse. C'est comme si vous faisiez jouer 3 instruments légèrement désaccordés. Au début, la musique semble stable, mais petit à petit, elle bat, elle oscille, change de motif sonore. Cette variation est due aux différences de fréquence, donc à des différences de masse. Si toutes les masses étaient nulles, alors tous les composants voyageraient à la même vitesse, avec la même phase, et aucune oscillation ne se produirait. Il n'y aurait aucun mécanisme quantique pour que le neutrino change de saveur. Donc pas de masse égale à pas d'oscillation. Or on observe des oscillations. Donc les neutrinos ont une masse, c'est QFD. Et c'est ça qui a remis en cause le modèle standard, parce qu'il prévoyait que les neutrinos soient strictement sans masse. Mais le fait qu'on ait observé des oscillations a prouvé le contraire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette découverte a été confirmée expérimentalement par plusieurs grandes expériences. Le Super Kamiokande au Japon en observant des oscillations atmosphériques. Le SNO au Canada qui a mesuré les oscillations solaires. Et d'autres encore. Et ce sont les physiciens Takaaki Kajita et Arthur B. MacDonald qui ont reçu le prix Nobel de physique en 2015 pour avoir démontré ce phénomène. Bravo à eux. Mais cette découverte n'a pas été sans conséquence. Elle a eu l'effet d'une véritable bombe sur la physique. Elle a été tellement impactante qu'elle a laissé des conséquences scientifiques profondes. Bon, déjà, cette découverte nous dit que le modèle standard est incomplet, qu'il doit être modifié ou élargi pour inclure des masses de neutrinos. En plus de ça, on sait que les neutrinos ont des masses différentes, mais on ne sait rien ni de leur valeur exacte, ni de leur ordre hiérarchique. Mais c'est pas encore fini. Les neutrinos nous cachent encore des bizarreries. Et l'une d'entre elles, c'est que les oscillations peuvent être amplifiées ou modifiées quand les neutrinos traversent de la matière dense, comme à l'intérieur du Soleil ou au cœur de la Terre.
Ça rend leur étude encore plus riche, mais aussi plus complexe. En réalité, c'est une danse entre particules, ondes, masse et saveur. Une symphonie quantique en perpétuelle mutation. Mais je vais encore insister sur la même chose que tout à l'heure. Quelle est leur masse exactement? Eh bien, c'est l'une des plus grandes énigmes actuelles de la physique des particules. On a découvert que les neutrinos ont une masse non nulle grâce à leurs oscillations. Mais cette masse est minuscule, inconnue, difficile à mesurer et surtout, elle échappe encore au modèle standard de la physique. Et ça, c'est un gros problème. On sait qu'ils ont une masse, ça, c'est un fait expérimental. Mais on ne connaît pas la masse individuelle de chaque type de neutrino. On ne sait même pas quelle est la plus lourde ou la plus légère des trois. Et on ignore totalement l'origine de cette masse. Est-ce qu'elle est générée, comme celle des autres particules, via le champ de Higgs, ou par un autre mécanisme encore inconnu? Ce qu'on sait, c'est uniquement une estimation globale, obtenue indirectement. Et cette estimation nous dit que la somme des masses des trois neutrinos ne doit pas dépasser environ 0,12 électronvolts. C'est extrêmement faible. Le neutrino est au moins 1 million de fois plus léger qu'un électron. Et pour rappel, un électron pèse environ 9,1 x 10 exposant moins 28 grammes, ce qui en fait la particule massive la plus légère de tout le zoo des particules connues. Mais comment est-ce qu'on mesure une masse aussi faible? Parce que, comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas poser un neutrino sur une balance. Alors les physiciens doivent être rusés. Ils ont développé 3 grandes approches complémentaires. La première, c'est de faire les expériences de désintégration bêta. C'est-à-dire qu'on prend un isotope radioactif, comme le tritium, qui subit une désintégration bêta naturelle. Résultat, le tritium, il éjecte un électron et un antineutrino. Et en mesurant très précisément l'énergie des électrons, on peut deviner l'énergie qu'a prise le neutrino, et donc poser une limite sur sa masse. C'est l'objectif du projet Catherine en Allemagne, un des plus grands spectromètres du monde, capable de mesurer des différences d'énergie de l'ordre de l'électronvolt. La deuxième approche complémentaire, ce sont les observations cosmologiques. Alors attendez, on n'a pas dit que c'était des particules fantomatiques? Pourquoi observer l'univers? Eh bien, comme on l'a vu, les neutrinos sont tellement nombreux dans l'univers. Ça représente plus de 300 par centimètre cube, partout dans le cosmos. C'est énorme. Et c'est cette énorme quantité qui laisse une empreinte sur la structure même de l'univers. Parce que, de ce qu'on a pu observer, c'est leur masse qui peut freiner la formation des galaxies. C'est aussi elle qui peut modifier l'expansion de l'univers dans les premiers instants, et qu'elle affecte sûrement le spectre du fond diffus cosmologique. Cette photo fossile de l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Et en comparant les observations astrophysiques aux simulations numériques du modèle cosmologique standard, on peut poser une limite supérieure à la somme des masses des neutrinos. En gros, une masse qu'ils ne pourraient jamais dépasser. Un seuil. Donc, des 3 approches complémentaires pour mesurer la masse si faible des neutrinos, on a déjà vu le calcul de la masse de l'électron expulsé de la désintégration bêta, et les observations cosmologiques, où la masse additionnée de centaines de milliards et de milliards de neutrinos a un réel impact sur des phénomènes connus, comme la formation galactique. Bien, il manque la dernière approche, les expériences d'oscillation. Alors, comme les autres approches, elles ne donnent pas les masses directement, mais elles permettent surtout de mesurer les différences de carré des masses. Grâce à elles, on peut reconstituer le puzzle relatif entre les 3 neutrinos, mais pas leur valeur absolue. Et ça, mine de rien, c'est un mystère fondamental. Mais pourquoi c'est si important? On sait déjà qu'il existe 3 types de neutrinos, mais on ne sait pas dans quel ordre se situe leur masse. Et dans ce cas, 2 scénarios sont possibles. Soit la hiérarchie des masses est normale, auquel cas le neutrino électron est le plus léger, suivi du muon puis du tau. Soit cette hiérarchie est inversée, c'est-à-dire que le neutrino tau est le plus léger et le neutrino électron est en haut de la pile. Ça peut sembler être un détail, mais qui change tout dans certaines théories au-delà du modèle standard. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien tout simplement parce que la hiérarchie influence par exemple la stabilité des atomes, le fonctionnement des supernovas, et même le mécanisme de création de la matière dans l'univers primitif. Rien que ça. Des expériences comme Juno en Chine et Dune aux États-Unis vont tenter de résoudre cette question cruciale dans les prochaines années. Bon, on avance plutôt bien dans la découverte du neutrino, mais il y a encore des questions qu'on n'a pas explorées. Si je vous parle d'antiparticules dans la matière, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, on va voir tout ça sur les neutrinos. Et d'abord,
C'est quoi une antiparticule? Eh bien, dans la physique quantique, chaque particule que l'on connaît possède une image miroir, qu'on appelle son antiparticule. Même masse, mais de charge opposée. Par exemple, l'électron a pour antiparticule le positron, qui a la même masse, mais une charge positive. Et le proton, lui, a pour antiparticule l'antiproton, de charge négative. Mais ce qui est assez dingue avec ce monde-là, c'est que quand une particule et son antiparticule se rencontrent, ils s'annihilent et disparaissent, et libèrent de l'énergie. Mais les neutrinos, eux, n'ont pas de charge électrique. Ils sont neutres, justement. Alors, une question fascinante se pose. Et s'ils étaient leurs propres antiparticules? Ce type de particule est ce qu'on appelle un neutrino de Majorana. Ça changerait tout. Parce que ça permettrait des processus qu'on ne voit jamais dans la nature, comme la double désintégration bêta sans émission de neutrinos, une des règles fondamentales actuelles. Mais surtout, ça pourrait expliquer pourquoi l'univers contient de la matière, mais pas d'antimatière. Cette asymétrie entre particules et antiparticules, on l'appelle la leptogénèse. C'est là où les neutrinos de Majorana auraient joué un rôle central dans les premières secondes de l'univers. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment ça s'est passé, eh bien j'ai fait une vidéo sur l'antimatière dans laquelle je vous raconte tout. Je la mettrai à la fin de cette vidéo, vous inquiétez pas. Mais c'est pas tout. Le fait que les neutrinos aient une masse, aussi petite soit-elle, fait d'eux une forme de matière noire, chaude, rapide et diffuse. Bon, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas suffisant pour expliquer toute la matière noire. Mais la présence de cette matière noire en quantité suffisante peut quand même avoir un impact cosmologique mesurable. Et comme les neutrinos ont une énergie, une densité et une vitesse proche de celle de la lumière, ils contribuent à l'énergie totale du cosmos, et donc à son expansion à petite échelle, mais mesurable. On avance bien. Mais avant de voir quelques types de neutrinos bien spécifiques, on va faire un petit résumé de ce que je viens de vous dire. Bon, déjà, les neutrinos ont une masse, mais on ne connaît ni leur valeur exacte, ni leur ordre, ni leur origine. On tente de les mesurer indirectement par des expériences en laboratoire, par des observations cosmologiques et par des études d'oscillation. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir la réponse exacte sur la masse. Et en plus de ça, on ne sait pas encore s'ils sont des particules de Majorana. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois particules et antiparticules. Mais cette distinction pourrait avoir un impact fondamental sur toute la structure de l'univers. Et pour finir, leur masse minuscule mais omniprésente pourrait jouer un rôle subtil mais crucial dans la matière noire. La symétrie matière-antimatière et l'histoire même du Big Bang. Mais comme je vous l'ai dit, on va maintenant partir à l'aventure. Parce qu'on a parlé des neutrinos qui naissent dans les réacteurs, dans le Soleil ou lors des désintégrations radioactives. Mais maintenant, on va s'attaquer aux neutrinos extrêmes. Ceux qui viennent des confins du cosmos, ceux qui traversent l'univers depuis des milliards d'années sans jamais être arrêtés. Et croyez-moi, c'est un autre monde fascinant qui s'ouvre ici. Et on va commencer tout de suite par les flèches cosmiques, les neutrinos de haute énergie. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, certains neutrinos ne viennent pas seulement du Soleil ou de la Terre, mais de phénomènes cosmiques ultra énergétiques. Explosion de supernovas, sursauts gamma, trous noirs actifs, collision de galaxies. Et ces neutrinos arrivent jusqu'à nous avec des énergies gigantesques. On parle de neutrinos cosmiques à haute énergie, comme des flèches invisibles, lancées à travers l'espace depuis les événements les plus violents de l'univers. Et c'est là qu'entre en jeu un détecteur dont on a parlé tout à l'heure. Un détecteur unique au monde, l'IceCube. Un télescope à neutrinos géant, enterré sous 1 km de glace en Antarctique. Imaginez, un réseau de capteurs plongé dans la glace la plus pure du monde, à l'affût du moindre flash lumineux produit quand un neutrino interagit avec un atome. C'est extrêmement rare, mais quand ça arrive, c'est un indice direct sur l'événement cosmique qu'il a produit. Parce qu'en réalité, ces neutrinos sont les messagers parfaits. Ils voyagent sans être déviés par les champs magnétiques. Ils ne sont pas arrêtés par les nuages de gaz ou de poussière. Et ils conservent précieusement l'empreinte de leur origine. En gros, on peut voir avec eux des choses que la lumière ne montre pas. Et ce n'est pas les seuls neutrinos spéciaux, non. Il y en a encore plus anciens. Un type de neutrino encore plus discret. Les neutrinos fossiles, ou plus précisément, le fond cosmologique de neutrinos. Alors, le fond cosmologique, ça vous dit sûrement quelque chose parce que c'est la plus vieille image de l'univers. Mais quel rapport avec les neutrinos? On connaît le fond diffus cosmologique, ce rayonnement électromagnétique vieux de 380 000 ans après le Big Bang, qui baigne tout l'univers. Mais avant ça, bien plus tôt, environ 1 seconde après le Big Bang,
les neutrinos se sont détachés de la soupe primordiale. Ils sont partis en voyage depuis plus de 13 milliards d'années. Aujourd'hui, ils forment une mer de neutrinos ultra froids et ultra lents, qu'on appelle le fond cosmique de neutrinos. Ils sont partout, mais tellement peu énergétiques qu'on n'a encore jamais réussi à les détecter. Imaginez une pièce remplie d'un brouillard invisible, à une température de 1,9 Kelvin, c'est-à-dire à peine plus chaud que le zéro absolu. C'est ce que baigne notre univers. Une soupe de neutrinos fossiles émis quelques microsecondes après le début du temps. Détecter ces neutrinos serait comme tendre l'oreille pour entendre l'écho du tout premier battement de l'univers. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est pour l'instant impossible. En fait, c'est le grand rêve des physiciens. Parce que si on y arrive, on pourra créer une véritable astronomie des neutrinos. Parce qu'aujourd'hui, on regarde l'univers avec la lumière, les ondes radio, les rayons gamma ou encore les ondes gravitationnelles. Mais les neutrinos, eux, offrent une nouvelle fenêtre. Une façon de voir ce que la lumière ne montre pas. De sonder l'intérieur des étoiles, le cœur des explosions, les recoins les plus opaques du cosmos. Le but, c'est qu'à terme, on puisse cartographier l'univers en neutrinos, comme on le fait avec la lumière ou les ondes gravitationnelles. Mais ça risque de se compliquer qu'il faudra associer une saveur à un neutrino. Parce que comme on l'a vu, ils peuvent changer d'état par oscillation, mais pas uniquement pour ça. Mais alors, qu'est-ce qui complique encore plus la modélisation de l'univers ? Eh bien en fait, pendant longtemps, on a émis l'idée qu'il pourrait exister une quatrième saveur de neutrino. Un neutrino encore plus discret, encore plus difficile à détecter. Le neutrino stérile. Et contrairement aux neutrinos connus, il n'interagirait même pas via la force faible. Il ne laisserait quasiment aucune trace dans nos détecteurs. Mais cette hypothèse est aujourd'hui fragilisée. Parce que les expériences comme Stereo n'ont trouvé aucun signe clair de l'existence de ces neutrinos stériles. Est-ce que ça signifie qu'ils n'existaient pas ? Pas forcément, mais on n'a encore aucune preuve. Mais malgré ça, la recherche continue, car s'ils existent, les neutrinos stériles pourraient expliquer la matière noire. Rien que ça. Ça pourrait de fait remettre en cause le modèle standard et ouvrir la voie à une nouvelle physique. Donc en fait, les neutrinos sont des fantômes cosmiques, mais ce sont aussi des explorateurs, des témoins, des messagers. Ils nous permettent de voir l'univers tel qu'il était dans ces moments les plus extrêmes. De sonder des époques inaccessibles autrement. Et chaque neutrino détecté, c'est une lettre venue du cosmos, qui nous approche un peu plus des mystères de la matière, de l'énergie et de l'origine de tout. En fait, avec leur taille ridiculement petite, on pourrait croire qu'ils sont anecdotiques. Ces particules neutres, presque sans masse, qui traversent la matière comme des fantômes, mais en réalité, ces neutrinos sont peut-être la clé de voûte de notre compréhension du cosmos. Ils sont minuscules, silencieux, presque indétectables. Et pourtant, ils ont le potentiel de remettre en question nos modèles les plus solides. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ? Bon, déjà, le gros avantage des neutrinos, c'est qu'ils confirment certaines théories et en contredisent d'autres. Dès qu'on a su les détecter, ils ont validé des pans entiers de la physique. Par exemple, ils ont confirmé l'existence de la force faible, responsable de la désintégration nucléaire, et leur comportement dans les supernovas a aussi permis de comprendre les fondements gravitationnels des étoiles massives. Mais en même temps, ils sont à l'origine d'une des premières grosses fissures dans le modèle standard. Eh bien oui, parce que ce modèle, aussi puissant soit-il, ne prévoyait pas que les neutrinos aient une masse. Or, on a vu que les oscillations de saveur montrent que oui, ils en ont une. Même si minuscule, même si on ne connaît pas encore sa valeur exacte. C'est un peu comme un tableau parfait, dont un détail minuscule jure avec l'ensemble. Et ce détail oblige à repeindre toute la toile. Mais surtout, les neutrinos peuvent s'avérer très utiles pour résoudre de grands mystères de l'univers. Comme par exemple, pourquoi l'univers contient-il de la matière ? C'est peut-être la question la plus vertigineuse de la cosmologie. Pourquoi quelque chose existe plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il de la matière et si peu d'antimatière ? Eh bien, un scénario appelé leptogénèse suppose que les neutrinos ont joué un rôle fondamental. Peut-être que des neutrinos très sourds, apparus juste après le Big Bang, ont brisé la symétrie parfaite entre matière et antimatière. Et que c'est grâce à eux qu'il y a des planètes, des galaxies et des êtres conscients aujourd'hui. Et là c'est fou. Parce que cette particule a un impact direct sur la formation d'objets célestes. Autrement dit, le neutrino est une passerelle entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est d'ailleurs ici que les neutrinos sont absolument uniques. Ils naissent dans les réactions nucléaires, à l'échelle subatomique. Et ils sont capables de voyager des milliards d'années-lumière et de nous transmettre des informations venues de l'autre bout de l'univers. Ils sont à la fois des produits de laboratoire qu'on mesure dans des expériences terrestres et des témoins du Big Bang.
ou des explosions d'étoiles massives. En fait, il connecte l'atome et le cosmos, le quantique et le cosmique. Et ça nous offre une nouvelle façon de regarder l'univers. Ce qu'on appelle parfois l'astronomie neutrino est une science encore jeune, mais extrêmement prometteuse. Parce que si elle aboutit, elle permettrait tout ce que les neutrinos permettent, c'est-à-dire de voir le cœur des étoiles, là où la lumière ne peut sortir. D'explorer toutes les premières secondes de l'univers, bien avant que les photons ne soient libérés, et de suivre les événements extrêmes comme les collisions de trous noirs ou les supernovas. Quelque part, démontrer l'astronomie neutrino, c'est doter l'humanité d'un sens supplémentaire, un œil qui pourrait tout voir, tous les mystères cachés de l'univers. Donc en plus d'être une particule qui pourrait absolument tout changer, c'est aussi une particule qui pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Elle invite à repenser des notions fondamentales. Qu'est-ce que la masse ? Qu'est-ce que l'antimatière ? Comment fonctionne le vide quantique ? Et à un niveau plus profond, le réel est-il fait d'objets ou de relations invisibles qui tissent une trame cachée ? Donc en fait, s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, le neutrino est le plus discret des messagers de l'univers. C'est aussi peut-être le plus profond. Il relie le Big Bang à aujourd'hui, le noyau d'un atome à la structure de l'espace-temps. Il pourrait bien être l'une des clés de la physique de demain. Le neutrino est peut-être minuscule, mais il a une grande histoire à raconter, et nous ne faisons qu'ouvrir les premières pages. Finalement, cette particule qui pourrait tout changer, qui traverse l'univers sans bruit et qui passe à travers la matière comme des fantômes, sans elle, notre compréhension du cosmos serait plus qu'incomplète. Elle serait erronée. Les neutrinos, ce sont des particules presque impossibles à détecter, mais qui portent les empreintes les plus anciennes et les plus lointaines du réel. On sait aujourd'hui qu'ils ont une masse, mais on ne sait pas toujours ni combien, ni pourquoi. On ne sait pas non plus s'ils sont leurs propres antiparticules, ni s'ils ont joué un rôle fondamental dans l'énigmatique déséquilibre entre matière et antimatière. Est-ce qu'ils sont le chaînon manquant d'une nouvelle physique ? Mais peut-être qu'en résolvant le mystère des neutrinos, on ouvrira un nouveau chapitre de la physique. Un chapitre où le modèle standard sera dépassé, où l'infiniment petit rejoindra l'infiniment grand, et où la matière, l'énergie, le vide et l'espace-temps eux-mêmes seront réécrits. Je vous mets la vidéo ici sur l'antimatière, j'espère qu'elle vous plaira. Sinon, je vous mets une playlist ici que vous avez juste à lancer sans prise de tête et vous tomberez forcément sur un sujet qui vous plaît. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. On se retrouve dans les commentaires, c'était Zaburlos, à bientôt.